Une production des studios Bass. L'épisode de cette semaine est une présentation du garage Arleco. Arleco, servir au-delà de la réparation. Le gouvernement impose une taxe de 100% sur les véhicules électriques chinois. Y a-t-il des pneus d'hiver spécifiquement pour les véhicules électriques? Sébastien Reich devient le directeur général de l'AVEC et Éric Duhem fait une sortie qui démontre sa méconnaissance des véhicules électriques. La batterie de la EV9 est faite pour être réparée. Les réflexions branchées, 10 ans véhicules électriques pour Claude Gauthier ainsi que la chronique Tesla. En grande entrevue, on parle de la relation qui existe entre une borne de recharge rapide et une voiture électrique. Un concept très important à comprendre, c'est qu'une borne de recharge, le voltage de la borne va être égal au voltage de la batterie. Et il n'y a pas un véhicule qui a les mêmes types de batteries, puis même pour le même type de batterie, en fonction du niveau de charge, on n'aura pas tout à fait la même tension. Tout ça et plus encore dans l'épisode 180 de Silence on roule. Bonjour tout le monde, mon nom est Martin Archambault et c'est avec passion et plaisir que j'anime Silence on roule, le balado dédié 100% au transport électrique. Silence on roule est également le fier partenaire de l'Association des voitures électriques du Québec. J'espère que vous allez bien tout le monde, que vous avez passé un bon 2 semaines. Peut-être avez-vous écouté notre épisode hors série de la semaine dernière. Si vous ne l'avez pas fait, c'est que vous n'êtes pas abonné, je vous le dis, ma gang de petits coquins. Il faut s'abonner, c'est pas compliqué. Abonnement.silenceonroule.com pour les détails. Sinon, si vous êtes habitué avec les balados, il faut simplement aller sur votre outil de balado préféré et vous abonner pour recevoir gratuitement tous les épisodes de Silence on roule et ainsi vous recevrez nos hors-séries qui ne sont pas rendus disponibles là, sur notre site web ou encore les médias sociaux. Dans les grandes actualités cette semaine, on va reparler un peu plus tard et sûrement dans d'autres épisodes parce que les impacts sont grands, c'est cette annonce du gouvernement canadien d'imposer une surtaxe de 100% sur les véhicules électriques chinois. On vise ainsi là, à s'affranchir et on est conscient qu'il fallait le faire, s'affranchir un peu là, de la dépendance à la Chine dans tout ce qui est trait à la chaîne d'approvisionnement pour véhicules électriques. On veut être capable de favoriser les véhicules fabriqués ici. Par contre, ça fait partie de l'analyse, la contrepartie de tout ça, c'est que les véhicules électriques chinois souvent sont plus petits, plus abordables. Ils auraient ouvert un marché qui est très peu exploité, voire pas du tout actuellement, c'est-à-dire aux petites voitures d'entrée de gamme, autant dans l'électrique que dans l'essence d'ailleurs. C'est des voitures qui sont en train de disparaître. Les plus petites voitures sont déjà souvent des voitures qui ne sont plus d'entrée de gamme, qui sont plus de moyenne taille et de prix, je dirais, intermédiaire en montant. Donc, c'est une décision qui ne fait pas l'unanimité. On aurait peut-être aimé que, quitte à faire ça, on impose également aux manufacturiers comme Volkswagen et d'autres qui produisent des petites voitures électriques ailleurs dans le monde, en Europe par exemple. On aurait aimé qu'on rende simultanément ces entreprises-là responsables de nous fournir ces plus petits véhicules-là. Une Volkswagen ID3 ici aurait sûrement preneur, etc. Quoi qu'il en soit, ça fait couler beaucoup d'encre et beaucoup de nos chroniqueurs, de nos analystes vont s'y pencher dans les prochains jours, prochaines semaines. Restez à l'écoute de Silence on roule si vous voulez avoir tous les tenants et aboutissants. Dans un autre ordre d'idées, vous pouvez nous laisser des messages, si vous voulez, là, via notre site web, silenceonroule.com. Vous pouvez nous laisser un message vocal. On a une boîte vocale numérique. Et d'ailleurs, on en a eu une cette semaine qui nous a été laissée par M. Fortin, qui a des questions là, en lien avec les pneus. Donc, on écoute tout de suite sa question. Oui, bonjour. Je viens de m'acheter une Kona électrique 2024 et je suis en train de magasiner des nouveaux pneus d'hiver. Par contre, pour les jantes d'hiver, est-ce qu'il y en a qui sont designés ou faits pour des véhicules électriques? Car je trouve aucune information là-dessus, puis j'aimerais ça m'assurer là, que mon véhicule est le plus optimum possible, aérodynamique. Donc, si vous avez des réponses, j'apprécierais. Merci beaucoup. Très bonne question, M. Fortin. On va essayer de répondre à ça. Vous parlez d'aérodynamisme. Là, je ne pense pas que les pneus vont changer grand-chose dans votre code d'aérodynamisme. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on parle de pneus pour voiture électrique, c'est un peu un abus de langage, là, c'est-à-dire que bon, techniquement, qu'est-ce qui fait que le véhicule est plus approprié au véhicule électrique qu'à un autre? Un pneu, c'est un pneu, me direz-vous. Il faut juste regarder les caractéristiques d'une voiture électrique. Ça a quoi comme caractéristique?
Parfois, pas tout le temps tant que ça, mais parfois c'est un peu plus pesant qu'une voiture à essence. Ça a une accélération qui est assez grande, donc c'est assez agressif là, au niveau de l'accélération. Donc, ce qu'on voudra avoir, c'est un pneu qui répond bien à de fortes accélérations et à un poids peut-être un peu plus élevé. Moi, ce que je vous conseille de faire, c'est de regarder les pneus que vous avez l'habitude d'acheter ou que vous aimez en termes de pneus d'hiver pour une voiture électrique et de regarder maintenant les variantes en fonction de la cote, l'indice de charge qu'on appelle, là, qui est un indice en lien avec le poids du véhicule. C'est un chiffre qui va varier là, de 90 à 110 typiquement. Un indice de charge de 100, pour vous donner une idée, ça veut dire que chacun des pneus là, peut supporter 800 kg. Donc, si vous avez 4 pneus sur votre voiture, ce qui devrait être le cas, c'est 3200 kg que le pneu là, est fait pour supporter. Regardez le poids de votre véhicule et demandez à votre vendeur de pneus préféré si la cote de poids, de charge du pneu en question que vous achetez est appropriée pour votre véhicule en fonction de son poids ou de son surpoids. Si c'est le cas, je le répète encore, c'est pas toujours aussi pesant qu'on pense une voiture électrique, là, mais parfois, surtout pour les plus petits modèles, c'est un peu plus pesant qu'un petit modèle équivalent à essence. Donc, c'est ça qu'il faut regarder. Et finalement, si vous êtes très agressif sur l'accélérateur, que vous avez une conduite sportive particulière, ben, il y a une autre cote là, qui est une lettre qui va vous dire le véhicule est fait pour des accélérations puis aller à quelle vitesse. Donc, vous tiendrez ça en compte. Mais généralement, ce qu'on regarde avec un pneu de véhicule électrique, là, c'est vraiment la cote, l'indice de charge en lien avec le poids du véhicule. J'espère que ça répond à votre question. Ceci étant dit, on va maintenant rapidement faire le tour de ce qui se passe aujourd'hui sur notre épisode. On a Laurent Gigon qui va nous parler de sa chronique Tesla, toujours très intéressant. Il est en studio. À part ça, notre beau Laurent, on va pouvoir l'avoir avec nous. Il va également être présent pour la grande entrevue où on va parler de la relation entre une borne de recharge rapide et le véhicule électrique, comment ça fonctionne, comment les deux se parlent, qu'est-ce qui fait qu'on n'a pas toujours la puissance qu'on pensait qu'on était pour avoir en fonction des limites de notre véhicule ou de ce qui est annoncé sur la borne. On regarde ça en détail dans la grande entrevue. Et notre ami Claude Gauthier nous fait une petite rétrospective de ses 10 ans comme électromobiliste. Donc, écoutez ça, c'est très intéressant. Et sans plus tarder, je vous propose d'aller tout de suite écouter l'actualité dans le monde des voitures électriques. Vous voulez des produits qui permettront d'augmenter la valeur de revente de votre véhicule? Chez Précision PPF Vitres teintées, nous sommes à votre service depuis 2015. Nos maîtres installateurs sont tous certifiés et ont plus de 17 ans d'expérience dans le domaine. Nous offrons un service de qualité inégalé quant à la protection par pierre, les soins nanocéramiques ainsi que les vitres teintées. Notre pellicule par pierre ultra résistante est invisible et conservera l'intégrité de votre véhicule tout en prévenant la rouille et en protégeant la peinture contre les débris de la route. Notre traitement nanocéramique possède un puissant effet hydrofuge et il préserve l'éclat et la brillance de votre peinture pour en faciliter l'entretien. Que ce soit pour votre voiture, votre résidence ou votre commerce, Précision PPF Vitres teintées est là pour vous offrir la multitude d'avantages qu'offre la teinte de vitre. Venez nous rencontrer au 1970 boulevard des Laurentides à Laval. Appelez-nous au 450-490-4488 ou encore venez visiter notre page Facebook Précision PPF Vitres teintées. Nous comblerons vos exigences tout en vous offrant la qualité que vous recherchez. Les actualités sont une présentation de Bourgeois Chevrolet, le spécialiste du véhicule électrique au Canada. Contactez-nous au bourgeoischevrolet.com ou au 450-834-2585. Transport Canada vient de rendre public le tableau de bord du Conseil sur les véhicules zéro émission. Si vous aimez les statistiques concernant l'évolution de la transition aux véhicules zéro émission, ce tableau de bord pourrait bien faire partie de votre source d'information privilégiée. Accessible en ligne maintenant et les liens seront rendus disponibles dans les références, du podcast. Le tableau de bord nous présente notamment des mises à jour trimestrielles sur les parts de marché des nouveaux véhicules légers et des nouveaux véhicules moyens et lourds zéro émission, des données sur l'adoption des programmes incitatifs et des informations sur le déploiement des bornes de recharge, et ce, au niveau pan-canadien. L'Association des véhicules électriques du Québec est fière d'annoncer la nomination de M. Sébastien Reich au poste de directeur général de l'Association des véhicules électriques, et ce, à compter de septembre 2024 pour une période de 3 mois. M. Reich apporte avec lui une vaste expérience dans le domaine des véhicules électriques et des énergies renouvelables. Son parcours professionnel impressionnant, combiné à sa passion pour l'innovation et le développement durable, fait de lui un candidat idéal pour diriger l'organisation vers de nouveaux sommets et à préparer l'embauche et l'accompagnement du prochain directeur général.
Tel que discuté en ouverture du podcast, le Canada imposera de nouveaux tarifs douaniers sur les véhicules électriques fabriqués en Chine. Des droits de douane de 100% sont imposés à partir du 1er octobre 2024. Cette surtaxe vise les automobiles à passagers, les camions et les autobus, ainsi que les camionnettes de livraison électrique et certains modèles hybrides chinois. Le gouvernement fédéral annonce aussi qu'il entend limiter l'admissibilité au programme d'incitatif pour les véhicules zéro émission et au programme d'incitatif pour les véhicules moyens lourds zéro émission et au programme d'infrastructure pour la recharge zéro émission aux produits fabriqués dans les pays qui n'ont pas négocié des accords de libre-échange avec le Canada. Ottawa justifie cette décision sur les effets de la politique chinoise, sur la surcapacité intentionnelle et sur le fait que la Chine ne se conforme pas aux mêmes règles du jeu, soutenant que Pékin avait des normes environnementales et de travail moins rigoureuses que celles du Canada et ses alliés. Le gouvernement fédéral a l'intention de revoir les mesures annoncées aujourd'hui dans un délai d'1 an à compter de leur entrée en vigueur. Les mesures d'aujourd'hui peuvent donc être prolongées et complétées par des mesures supplémentaires, le cas échéant. Évidemment, suite à la consultation tenue par le fédéral en début de l'été, l'Association des véhicules électriques du Québec avait fait parvenir un mémoire à ce sujet au gouvernement canadien. N'étant pas favorable à cette décision, son opposition était appuyée sur le fait que l'absence de compétition internationale et le ralentissement de l'innovation des manufacturiers américains aura un effet négatif. Autre effet, c'est la réduction de la disponibilité des véhicules électriques pour les consommateurs du Canada, le report de la parité de prix des véhicules électriques et des véhicules thermiques pour les consommateurs et le prolongement de l'atteinte des objectifs du gouvernement sur ce qui est des réductions des gaz à effet de serre au Canada. En outre, la décision qui a été prise va peut-être retarder l'accessibilité pour les Québécois à des véhicules électriques plus petits, plus abordables. Est-ce que ce sera le cas? Poser la question, c'est un peu y répondre. Éric Duhaime, chef du Parti conservateur du Québec, est bien connu pour ses sorties à l'emporte-pièce, souvent mal informées, a publié il y a quelques jours un texte d'opinion dans lequel il a émis plein de faussetés et de demi-vérités sur les véhicules électriques et la fin de vente des véhicules à essence. Il fallait remettre les pendules à l'heure parce qu'il prétend, entre autres, que les objectifs sont inatteignables. Rappelons qu'en 2025, l'objectif de vente des véhicules électriques et hybrides rechargeables sera de 22 %. Or, les ventes de véhicules électriques et hybrides sont déjà à 28,3 % au premier trimestre de 2024. L'objectif de 2025 est déjà largement dépassé. Contrairement à ce que M. Duhaime affirme, le Québec ne fait pas cavalier seul en ce qui atteint l'objectif de 100 % de vente de véhicules électriques en 2035. Le Canada au complet a le même objectif. 16 États américains représentant 36 % du marché américain, soit 100 millions de personnes, ont aussi cet objectif. L'Union européenne a le même objectif. La Norvège a, tant qu'à elle, déjà atteint des objectifs avec 92 % de ses ventes qui sont électriques le mois dernier. Selon M. Duhaime, la technologie n'est pas encore au point, ce qui est faux. Il ignore à quel point la technologie des véhicules électriques a évolué. Entre 2011 et maintenant, l'autonomie médiane des véhicules électriques a été multipliée par 4, passant de 109 à 435 km. Or, celle-ci continue de progresser. Finalement, en ce qui a trait à l'hiver et les véhicules électriques, les études les plus récentes démontrent que les véhicules perdent de 10 à 30 % d'autonomie sur les véhicules de dernière génération entre 0 et moins 25 degrés Celsius, ce qui ressemble de plus en plus à l'autonomie perdue par les véhicules à essence. Et en même temps, c'est comme si on supposait qu'il y aurait plus d'amélioration dans le futur. M. Breton remet donc à l'ordre, avec une série de faits, les affirmations mensongères d'Éric Duhaime. La Kia EV9 possède un pack de batterie qui a été conçu pour être à la fois performant et facile à entretenir. Un démontage dévoile des détails intéressants sur la conception. Dans le monde des véhicules électriques, la question de la réparabilité des batteries est souvent le centre des discussions et les propriétaires veulent être sûrs que si un problème survient, des réparations ne sont pas compliquées et pourront être faites sans trop de coûts. C'est le cas pour la Kia EV9. Le dernier SUV électrique de la marque suscite un intérêt particulier. Un démontage qui a été réalisé par Monroe & Associated dévoile que son pack de batterie semble avoir été pensé pour faciliter la vie aux réparateurs. Le pack de batterie de 99 kWh du EV9 est un modèle de simplicité en matière de conception avec seulement quelques connecteurs électriques, 2 ports pour la plaque de refroidissement liquide et plusieurs boulons à retirer. Le pack peut être facilement extrait du véhicule. Aucun outil spécial ou adhésif collant n'est nécessaire, ce qui simplifie grandement le processus de démontage. De plus, la marque a intégré 2 plaques d'accès pour permettre le remplacement des composantes clés telles qu'un gros fusible et une unité de gestion de la batterie sans avoir à retirer l'entièreté du pack pour le faire.
Vous aimeriez avoir une conférence par des vrais professionnels des voitures électriques? Faites confiance aux conférences de Silence on Roule. Nous avons une panoplie de conférences allant de 30 minutes à 90 minutes. Pour plus d'informations et pour réserver votre conférence, écrivez à martin@silenceonroule.com. martin@silenceonroule.com. La chronique Les Réflexions branchées est une présentation du groupe Énergie Canada, votre spécialiste en véhicules de loisirs électriques. Pour plus d'informations, visitez le energiegroupcanada.com ou appelez-nous au 1-877-755-5551. Les Réflexions branchées de Claude Gauthier. Alors bonjour tout le monde. Cette semaine, je veux vous parler. Ça va faire bientôt, je dirais, 10 ans, au printemps. Ça va faire 10 ans que je suis propriétaire d'un véhicule électrique. Mais en même temps, je vous dirais que c'est à ce temps-ci, donc il y a 10 ans, que j'ai commencé à penser à m'acheter un véhicule électrique. Je suis arrivé à l'automne, puis je me suis dit que bientôt j'aurais à changer mon véhicule, qui avait lui-même aussi 10 ans. Donc, j'ai commencé à regarder un peu et à partir de ce temps-ci, aller jusqu'à ce que je me décide, donc qui a été acheté au mois de mars 2015. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? C'est que je me suis dit, je vais faire comme si j'avais le véhicule. Et voilà 10 ans, donc c'était assez facile, là. C'était le Nissan Leaf qui avait 135 km d'autonomie. Imaginez, c'était l'été. Donc, pendant tout ce temps-là, aller jusqu'à ce que, oui, je prenne la décision d'acheter le véhicule, il y a eu à peine 2 fois où ça aurait été plus problématique. Et là, je répète, Nissan Leaf 2015 qui avait 135 km d'autonomie l'été. C'est sûr que je n'avais pas envisagé de prendre le véhicule pour faire de longues distances. On avait un véhicule à essence qu'on voulait garder. Mais pour mes déplacements à moi, donc la Nissan Leaf faisait amplement tout le travail. Et maintenant, on est 10 ans plus tard et bien sûr, les véhicules ont changé énormément. Je vous dirais que la plupart des véhicules qui roulent sur les routes aujourd'hui ont une autonomie d'au minimum 400 km. C'est pas mal tout ça maintenant. Des vitesses de recharge qui sont rendues assez, je veux vous dire, pas exactement comme remplir le réservoir d'un véhicule à essence. Malgré que les propriétaires de véhicules à essence me disent tout le temps, eux autres, ça leur prend 2-3 minutes à remplir, faire le plein. Mais quand on voit dans la réalité, là, le temps de débarquer de l'auto, de prendre le pistolet, de faire le plein, d'aller à l'intérieur ou de payer avec la carte de crédit, c'est quand même un peu plus long que ça. Et surtout, c'est qu'ils ont à le faire à chaque fois. Alors que nous, propriétaires de véhicules électriques, on arrive à la maison, on prend le pistolet, on le branche au port de recharge. Je vous dirais que si ça vous a pris 15 secondes, c'est parce que il y avait un problème. Donc, vous voyez, malgré les avancées, on a encore des gens qui vont dire que les véhicules électriques ne sont pas faits pour monsieur et madame tout le monde, malgré une autonomie de plus de 400 km, malgré des vitesses de recharge assez bonnes. Je suis propriétaire d'une Ioniq 6. Je vous dirais, cet été, j'ai été souvent dans la région de Québec, donc j'habite dans le nord du Lac-Saint-Jean. Ça me demande de faire 315 km et j'arrivais à la borne à un peu en bas de 20% des fois. Et remettre ça à 80%, j'ai eu des temps de recharge entre 15 et 18 minutes. Donc, c'était pas mal ça. Donc, même pas assez souvent, j'avais des petites commissions à faire que je revenais, le véhicule était fini là, de recharger. Et on voit encore, toujours les mêmes affaires, que les véhicules électriques n'ont pas assez d'autonomie, que l'hiver, ça baisse trop, tout ça. Et les gens ne pensent pas non plus que ça va s'améliorer. Donc, je lisais récemment une chronique de Pierre Langlois, là, c'était au mois de mai, qui parlait d'une nouvelle batterie, donc de la compagnie CATL. Imaginez que c'est une batterie qui va entrer bientôt là, dans les véhicules qu'on va avoir. Là, je vous dirais probablement aux environs de 2026, peut-être au plus tard 2027.
Et la batterie va donner une autonomie là, dans un véhicule comparable au mien. Donc, on peut en nommer plusieurs. Là, une Ioniq 6, la Ioniq 5, le Kia V6, une Polestar 2, nommez-en. Donc, avec une batterie d'environ 75 kWh. Donc, on prévoit une autonomie d'environ 700 km. Et imaginez qu'en 10 minutes, donc sur une borne bien sûr assez puissante, on parle de reprendre une autonomie de 425 km. Donc, la batterie va avoir une autonomie de 700 et vous allez au bout de 10 minutes, admettons que la batterie, on va dire, est rendue à presque zéro, remettre 400 km, 425 km pour être plus précis, en 10 minutes. Donc, ça veut dire que peut-être qu'au bout de 15 minutes, vous allez avoir passé de 0 à 100. J'ai hâte de voir, rendu là, si les gens vont encore nous dire que les véhicules électriques ne sont pas faits pour eux, qu'ils n'ont pas assez d'autonomie, qu'il n'y a pas assez de bornes et blablabla, et blablabla. Donc, c'est toujours un peu la même affaire. Sans compter, je vous conte une petite anecdote. Ma belle-sœur est allée chez les concessionnaires, on va dire, de véhicules de luxe pour s'acheter un véhicule électrique, se renseigner. Et lorsqu'elle est revenue, qu'elle m'a raconté un peu qu'est-ce que les vendeurs lui avaient dit, on lui a parlé, entre autres, qu'il ne fallait pas laisser le véhicule dans le garage, c'était trop dangereux parce que la batterie pourrait exploser. Donc, imaginez, on est en 4 et on entend encore des histoires comme ça. Donc, sur ce, à la prochaine! Vous venez de faire le saut vers l'électrique et devez réfléchir à vos recharges. Vous voulez une borne au chalet? Vous voulez une solution rapide et sans embûches? Il n'y a qu'une solution, Hydro Solutions. Depuis plus de 60 ans, Hydro Solutions est une entreprise québécoise de confiance. Vous les connaissez pour les chauffe-eau, mais ils offrent également un service clé en main pour les bornes de recharge. C'est définitivement l'avenue à privilégier afin de faire affaire avec une entreprise d'expérience qui s'occupera de tout. Demandez une soumission gratuite et sans engagement de votre part au www.hydrosolutions.com. Une seule visite sur leur site web vous permettra de constater la simplicité avec laquelle vous pouvez entamer une démarche afin qu'ils prennent tout en charge. L'analyse de votre situation, l'installation d'une borne de qualité par un installateur certifié et même, au besoin, le financement sur 24 ou 48 mois. Par la suite, en cas de problème, leur équipe d'experts est là pour vous. Hydro Solutions, leur mission, vous simplifier la vie. Alors, cette semaine, pour la grande entrevue, j'ai avec moi l'honneur d'avoir Laurent Gigon. Bonjour, Laurent. Salut, Martin. Salut. Écoute, Laurent, tu es ici parce que, bon, tu as une chronique un peu plus tard dans l'émission aujourd'hui, mais on va profiter de ta présence ici pour la grande entrevue, puisque le sujet d'aujourd'hui, c'est un sujet dans lequel j'ai une certaine compétence, donc je vais pouvoir expliquer ce qu'il y en est, mais je voulais avoir un intervieweur de qualité. Ben, écoute, je te remercie. Puis moi, tu me connais, je suis un petit peu sadique. Je vais te poser des questions vaches auxquelles tu ne pourras pas répondre. C'est excellent, c'est les meilleurs. On va toucher à tes limites de connaissances, oui, Martin, aujourd'hui. Oui, puis on va parler de limites aujourd'hui. Autant des limites de courant, de tension. Les limites de la voiture, les limites de la borne. Eh bien, on va parler de mes limites. Et nos limites à nous. Donc, c'est un rôle inversé aujourd'hui. Donc, tu es l'intervieweur et je serai l'interviewé. Allons-y, je te cède le micro. Alors Martin, c'est une question qui nous revient régulièrement. La question clé, c'est combien de temps ça prend pour charger une voiture électrique? Celle-là, je savais que tu n'avais pas de réponse à ça. Et ça m'amène à plein de sous-questions, à savoir comment fonctionne la puissance, en fait la recharge d'un véhicule électrique, puisque vous le savez, quand vous branchez votre véhicule, eh bien des fois ça charge vite, des fois ça charge un petit peu moins vite, et aujourd'hui on va parler uniquement de la charge niveau 3, c'est-à-dire la charge rapide. Oui, pas la charge non, effectivement, on va se tenir à la charge rapide. Donc quand on est sur une borne de recharge rapide, qu'est-ce qui se passe? Il y a des notions de base à bien comprendre. Au niveau électrique, il y a deux composantes principales qui font la puissance. Tu vas nous en parler en détail. C'est la tension, donc le voltage, et l'intensité qu'on mesure en ampères. Et ces deux composantes-là vont nous donner la puissance. Donc, Martin. Tout à fait. Et c'est important de comprendre les deux parce que souvent sur les bornes, on indique juste la puissance maximale de la borne. Donc, ça va être écrit 50 kW, 100 kW, 180 kW. Mais ces kilowatts-là, c'est en réalité le produit. Et quand je dis le produit, c'est vraiment le produit mathématique, la multiplication
de la tension qui se mesure en volts et du courant. Et c'est la multiplication des deux qui va nous donner la puissance. Pour faire une image, une analogie pour que les gens comprennent bien, là, si on regarde, on est devant les chutes du Niagara, puis on se dit, mon Dieu, on entend le sol vibre, c'est immense et il y a beaucoup de puissance dans cette chute-là. La puissance de la chute, elle vient de deux choses, en fait. La hauteur de la chute, et ça, ben, la hauteur, c'est ça qui va créer la pression avec laquelle l'eau va tomber. C'est le voltage. Quand on parle de courant électrique, là, les voltages, les volts, c'est la pression avec laquelle on va pousser le courant électrique. Et la dimension de la chute, donc son diamètre, et l'autre composant qui aide à faire la puissance, ça, c'est la quantité d'eau qui va tomber. Et cette quantité d'eau-là, c'est le courant. Hein? C'est ça. Donc, les deux combinés vont donner ce qu'on appelle la puissance. Exactement. Donc, en watts, exprimé en watts, qu'on exprime en kilowatts pour ce qui touche aux voitures électriques. Parce que c'est des milliers de watts, parce qu'il y a beaucoup de watts. Pour faire un exemple simple, si j'ai 2 volts de tension électrique puis que j'ai 4 ampères, 2 x 4, 8, j'ai 8 watts. Alors, notre borne de recharge qui peut nous donner une puissance de 50 kW, ben, dans bien des cas, ce que c'est pas bien compliqué. C'est si j'ai, par exemple, une pression, donc un voltage de 400 volts, 400 fois quoi va nous donner 50 000 watts? Je te pose la question. Je te pose la question. 400 fois quoi? 400 fois 125. 400, oui. 400 fois 100. Donc, une borne de 400 volts qui donne 400 volts de tension et qui a 125 ampères. 400 fois 125, ça donne 50 000, donc 50 kilowatts. Donc, une borne de 50 kilowatts, c'est une multiplication de 2 chiffres. Ça y est, tu m'as perdu. Alors, donc c'est ça, c'est la puissance, la multiplication des volts, donc de la tension par les ampères, donc l'intensité va donner donc cette puissance-là. Et cette puissance-là, avec le temps, donc si on recharge à une puissance donnée pendant un temps donné, à ce moment-là, on va avoir une autre unité qui entre en ligne de compte, qu'on confond souvent, les kilowatts et les kilowattheures. Donc, le kilowatt, c'est la puissance avec laquelle je charge la voiture, alors que le kilowattheure, c'est la quantité d'énergie que je vais accumuler dans la voiture due à cette puissance. Et c'est assez simple, parce que si je charge à, mettons, 100 kilowatts pendant 1 heure, j'aurai accumulé 100 kWh. 100 kWh. Ouais, et si je charge à 200 kW pendant une demi-heure, j'aurai accumulé la même quantité d'énergie. Exactement. Donc, si on met plus de puissance, le double de puissance pendant la moitié du temps, on revient au même à la même quantité. Hein? C'est vraiment comme un arrosoir avec qu'on remplit un seau qu'on remplit qu'un arrosoir. Exactement. Et lorsqu'on arrive à une borne de recharge puis qu'on branche notre véhicule, Laurent, on a toujours des surprises. On s'attend à ce qu'on branche, puis on a la puissance qui est donnée, qui est écrite sur la borne, et puis que quand on va débrancher, on aura atteint cette puissance-là pendant toute la charge, et c'est pas exactement ça qui se passe. C'est pas tout à fait ça qui se passe. Alors Martin, je sens que tu vas nous expliquer pourquoi ça fait pas cette charge-là, cette puissance-là, tout au long de la durée de la recharge. Oui. En fait, du point de vue philosophique, je dois dire que quand on remplit une batterie de véhicule, c'est un peu comme si je remplis un seau avec une hausse de jardin, là. Quand le seau est bien vide, pas de problème d'y aller avec pas mal de puissance avec notre hausse de jardin. Mais quand on commence à approcher là, 60, 70, 80% de notre chaudière, de notre seau, si on ne ralentit pas le débit, à un moment donné, ce qui va arriver, c'est que ça va éclabousser un peu tout partout, puis ça va déborder. Bon. Donc, c'est ce que fait la borne de recharge, c'est qu'elle ralentit. Mais est-ce que c'est la borne qui ralentit cette puissance-là? Bien, c'est la borne qui ralentit, mais la borne va ralentir parce que le véhicule va lui demander de ralentir. Donc, et ça, c'est un point important. En recharge rapide, la borne, ce qu'elle fait, c'est qu'elle communique constamment avec le véhicule par l'intermédiaire d'un petit bidule qu'on appelle communément un BMS, Battery Management System, un système de gestion de batterie, qui est un dispositif électronique, un petit ordinateur qui s'assure que l'élément de recharge, donc la borne, va toujours envoyer la bonne quantité d'énergie à la batterie pour éviter de l'endommager, s'assurer d'une recharge adéquate. C'est ça. Et la voiture va mesurer, elle, différents paramètres, dont, évidemment, la tension, le voltage qui est disponible sur les cellules, sur les modules des cellules, mais également la température qu'il y a aussi sur les cellules. Ouais. Si jamais il y a un problème, qu'il y a une surchauffe, etc. C'est déjà arrivé à certaines personnes, par temps chaud ou après multiples recharges sur un long trajet, que le système ne veuille plus recharger parce que les températures internes des modules de la batterie sont trop élevées pour pouvoir continuer à recharger parce que, vous le savez, tous ceux qui ont rechargé sur des bandes rapides, la batterie chauffe
pendant qu'elle est en charge. En fait, sur n'importe quel type de recharge, dès qu'elle est en recharge, une batterie chauffe. Elle dégage une certaine chaleur. Chaleur, mais sur une borne rapide, évidemment, la chaleur est beaucoup plus importante et il faut la dissiper, il faut avoir le temps de la dissiper. Exactement. Et pour éviter d'endommager les batteries, ce qui était le cas sur les premiers véhicules électriques, là, il y a une quinzaine d'années, quand on était un peu agressif sur la recharge rapide, la batterie chauffait, voire même surchauffait, et cette surchauffe-là détériorait les batteries. Maintenant, on n'est plus là. Les batteries sont thermorégulées, donc il y a un système qui s'assure que la batterie ne surchauffera pas. On va la refroidir, puis si on n'arrive pas, malgré le refroidissement, à maintenir une température qui est adéquate, le BMS, le système dont je vous parlais tantôt, va dire à la borne, « Oh, là, c'est un peu trop. » On va réduire la puissance. Et pour réduire la puissance, ce qu'on fait, c'est qu'on va réduire la quantité de courant qu'on va envoyer. Un concept très important à comprendre, c'est qu'une borne de recharge, le voltage de la borne va être égal au voltage de la batterie. Et il n'y a pas un véhicule qui a les mêmes types de batteries, puis même pour le même type de batterie, en fonction du niveau de charge, on n'aura pas tout à fait la même tension. Quelqu'un peut arriver avec une batterie à 350 volts, un autre une batterie à 382. Un autre ça dépend de l'assemblage des cellules, l'assemblage et le niveau de recharge, parce que le niveau de recharge d'une batterie va influencer un petit peu la tension de la batterie. Donc, la première chose qu'on fait quand on branche le pistolet sur notre véhicule, la borne, la première chose qu'elle fait, c'est qu'elle vient lire le voltage de la batterie. Par exemple, hypothétiquement, 380 volts. Et là, elle va se régler à 380 volts. On ne peut jamais brancher deux sources de tension ensemble si elles ont des pressions, c'est-à-dire différentes. Donc, si la batterie est à 380 volts, la borne va s'ajuster à 380 volts. Donc, on va jouer uniquement sur l'intensité, donc le nombre d'ampères qui vont passer. Exactement, parce qu'on n'a pas de contrôle sur la tension, c'est la batterie qui l'impose. Alors là, ce qui va arriver, c'est qu'on va se brancher, on va s'ajuster à la bonne tension. Et là, la première chose que le véhicule va faire, c'est qu'il va dire à la borne, moi, j'étais à, 12 % de recharge, par exemple, je suis suffisamment déchargé, de par les caractéristiques des ingénieurs qui m'ont construit, à cette température-ci, à ce niveau de charge-ci, tu peux m'envoyer, mettons, 115 ampères. Et là, la borne, on va dire, parfait, chef, c'est toujours le véhicule qui décide. Et on va aller, à ce moment-là, donner la bonne quantité de courant. Le problème, c'est que le véhicule a une limite. Les véhicules sont construits, par exemple, un certain modèle de véhicule pour avoir un courant maximum de 150. Donc, même si la borne peut donner plus, le véhicule ne pourra pas en prendre plus, ça n'ira pas plus haut que ça. Mais la borne aussi peut avoir une limite. Tu comprends? Donc, si on arrive avec un véhicule hyper performant, puis on est sur une borne un peu moins performante et que le véhicule lui dit « Tu peux me donner 240 ampères », puis la borne dit « Je ne peux pas en donner plus que 125 ». Pour te donner un exemple concret avec des chargeurs qui existent, qui sont sur le marché, que les gens connaissent, là, quand on arrête à une borne de recharge qui peut donner 100 kW, les bornes faites par Flo, par exemple, ou Circuit électrique en a des comme ça aussi, c'est des bornes qui ont 100 kW parce que le manufacturier nous dit que la borne peut donner jusqu'à 500 volts de tension et 200 ampères de courant. 500 fois 200, on arrive avec notre 100 kW. Le problème est que très peu de véhicules ont des batteries à 500 volts. La plupart ont des batteries entre 360 et légèrement en haut de 400, ce qui fait qu'on n'aura jamais le maximum de pression, de voltage. Donc, même si on allait chercher le maximum de courant, qui est 200 ampères, on n'atteindra pas à ce moment-là le 100 kW. La borne peut le donner si et seulement si la batterie qui se connecte sur elle est une batterie de 500 volts. Donc, théoriquement, on est capable de faire donner 100 kW à la borne, mais pratiquement, les véhicules qu'on a actuellement sur le marché, mais il n'est pas exclu que demain matin, un manufacturier pourrait sortir un véhicule à 480 volts de batterie, et là, ce véhicule-là pourrait probablement aller chercher très, très près du maximum. On a déjà des véhicules qui ont déjà architecture de 800 volts sur le marché, non? Oui, par contre, les véhicules qui ont des architectures de 800 volts, lorsqu'ils se branchent sur une borne qui est conçue pour fonctionner avec une architecture de 400 volts, convertissent la tension du véhicule à une tension plus basse. Donc, ces véhicules-là réussissent pas à aller chercher intéressant. Donc, ils sont perçus par la borne comme un véhicule avec une architecture plus basse en tension. Exactement. Intéressant. Moi, ce que je propose, Laurent, de te donner, c'est des exemples concrets avec des vrais véhicules qu'on connaît, puis vous donner des exemples de la vraie vie pour que vous essayiez de comprendre un peu ce qui se passe. Je vais vous donner un exemple, par exemple, avec une Chevrolet Bolt, qui est un véhicule très populaire, qui se recharge là, des puissances normalement là, de entre 50 et 54, mettons, kilowatts dans les meilleurs des cas. Là. Ça, c'est quand la température de la batterie est bonne. La température est bonne, Bolt, le niveau de charge. C'est ça, quand il fait froid, ils ont tendance à préserver la batterie, donc à recharger beaucoup moins. Mais là, on ne tient pas compte de ces paramètres-là. Non, là, je prends pour acquis qu'on est dans des bonnes conditions. Donc, on est en droit de s'attendre au... Là, on est en Bermuda. Oui. C'est ça, on n'a pas le tuc, pas de manteau d'hiver. Non, exact. OK.
Si une Chevrolet Bolt, donc, vient se brancher alors qu'elle est à 20 de niveau de charge, par exemple, donc niveau assez bas, sur une borne de 100 kW, comme je vous disais tantôt, donc une borne qui peut donner 500 volts et 200 ampères, donc la multiplication des deux donne 100 kW. Il faut savoir qu'une... On va vérifier tout ça après. Vous pourrez vérifier si vous voulez, il n'y a pas de problème. Une Chevrolet Bolt... Qui est à peu près à 20 de niveau de charge, devrait avoir une tension nominale de la batterie là, du véhicule d'à peu près 345 volts, aux alentours de. Et la Chevrolet Bolt, de la façon dont elle est construite, elle a un courant maximum qu'elle peut accepter là, en recharge de 135 ampères. Ça, c'est physique, c'est quelque chose qu'on ne peut pas dépasser, c'est comme matériel. Exactement. Donc, lorsqu'on branche notre véhicule à la borne, on a dit que la batterie est à 345 volts. Première chose que fait la borne, elle s'ajuste à 345 volts pour avoir le même niveau de voltage que la batterie. Le BMS du véhicule... donc, le gestionnaire de la charge. De la recharge, oui. Est capable de prendre 135 ampères. On a dit que notre borne était capable d'en donner 200. Il n'y a pas de problème, donc on va essayer de donner le maximum. 135 ampères fois le 345 volts de la batterie. On fait 135 fois 345, ça donne 46,6. Donc, on a 46,6 kW. Alors qu'on est branché sur une borne de 100 kW, on aurait pu penser qu'on allait pouvoir aller chercher 100 kW, mais on ne les aura pas. On les aura pas. Aucune chance qu'on les ait. À cause de la limitation en tension de la batterie, puis la limitation en courant également que peut prendre cette voiture-là, qui est une voiture qui n'est pas réputée pour se charger très vite, pour ces raisons-là. Donc ça veut dire que la crête maximum de puissance que peut prendre une Bolt, c'est 46,6 kW. Quelle que soit la borne? C'est aux alentours, c'est ça. Non, ça peut aller un petit peu en haut de ça. Là, parce que s'il est à zéro, c'est ça? Ouais, si la batterie est à zéro. Pendant les niveaux de charge, il y a plusieurs personnes qui ont réussi à se charger à 53, 54 kW. On est vraiment là. Alors, le voltage de la batterie faisant ça. Ça se peut qu'il y ait des déclinaisons de chimie de batterie qui font qu'il y a des petites nuances entre les différentes... Oui, puis en fonction du niveau de charge, au fur et à mesure où tu recharges une batterie, la tension augmente un petit peu. Fait que pour la même quantité d'ampères, si le voltage monte un petit peu, la puissance va augmenter aussi. Donc, on va avoir une puissance un petit peu plus haute. Mais on va jouer là, dans les bonnes, les bonnes journées puis dans les bonnes conditions de charge entre 45 et, mettons, 54 kW sur notre Bolt. OK. C'est bon? Vas-y. Non, j'ai pas de questions. Tout est clair. On va revenir après pour débriefer tout ça. Mais c'est ça, c'est parce qu'on parlait d'évolution. C'est pas la charge sur une batterie, sur une borne rapide, elle n'est pas constante. On appelle ça une courbe de recharge parce que ça peut varier beaucoup entre 0 et 100%. Il y a deux choses qui vont faire varier. Il y a au fur et à mesure qu'on recharge, la tension de la batterie va augmenter. Donc, théoriquement, la puissance que la borne va être capable de donner va augmenter aussi un petit peu. Mais parallèlement à ça, puisque le niveau de charge augmente, le BMS de la batterie, lui, voyant que la chaudière commence à se remplir d'eau, va commencer tranquillement à dire à la borne, réduis le courant pour pas que ça déborde. On a souvent... intuitivement envie d'aller sur une borne de recharge rapide quand elle est plus basse en niveau de charge parce qu'on nous a souvent dit, on a remarqué que plus tu es proche du 0% de niveau de charge, plus tu vas recharger avec une grande puissance. Donc, si on fait des longs trajets, instinctivement, c'est mieux d'aller chercher plus vers le 0% que de ne pas attendre puis d'aller se recharger quand la batterie est à 50%, malgré le fait que la tension soit plus basse. Oui, parce que la tension va être légèrement plus basse. Par contre, une batterie qui est passablement déchargée, la quantité de courant qu'elle va pouvoir accepter va être beaucoup plus grande. Donc là, le BMS va dire à la borne, je suis presque vide, emmène-en, il n'y a pas de danger que ça déborde. Donc pour schématiser, c'est beaucoup plus rentable d'aller, c'est théorique parce qu'on ne pourra jamais faire ça, mais d'arriver à 0% sur une borne de recharge puis de monter jusqu'à 50% et de faire ça successivement tout au long de son trajet plutôt que d'arriver à 50% puis d'attendre le 100%. Tout à fait. Ça va être beaucoup plus rapide en fait. Tu vas probablement sauver ça va être 2 fois plus vite ou à peu près. Là, si je reprends le même exemple que je t'ai donné avec la Bolt, mais sur la même borne, on a une borne de 100 kW, donc 500 volts maximum, 200 ampères maximum pour la borne. Mais cette fois-là, disons que c'est une Nissan Ariya qui vient s'y recharger. Une Nissan Ariya qui va arriver aussi à 20% de batterie. La tension d'une Nissan Ariya à 20% de batterie va être aux alentours de 365 volts, puis le courant maximum que peut prendre cette voiture-là, c'est 370 ampères. Au lieu de 135. Oui. Donc, ça fait une énorme différence. Oui. En fait, 370 ampères, c'est même plus que la limite de la borne. On a dit tantôt que la borne ne peut pas donner plus que 200. Donc on peut déjà s'attendre à ce qu'il y ait une limitation qui provienne de la borne cette fois-là. Est-ce que la borne est capable d'aller chercher 500 volts, elle? Elle est capable d'aller chercher 500 volts, mais pas plus que 200 ampères.
Donc, la batterie étant à 365 volts, ben, la borne va devoir s'ajuster à 365 volts également. Le BMS, donc le système de gestion de recharge du véhicule, va dire au véhicule, hey, moi, je suis capable de prendre 350 ampères, puis je suis presque complètement déchargé. Vas-y, donne-moi le maximum. La borne va dire, hey, moi, mon maximum, malheureusement, c'est juste 200. Oui. Donc, elle va donner 200 ampères fois le 365 volts de batterie, 73 kW. Okay. On est plus haut que la Bolt, mais on n'est pas encore à 100. Là. Oui, on est à 73. Et là, les gens qui ont des Ariya disent, c'est une borne de 100, je suis supposé être capable de me charger jusqu'à 120 ou à 150. Pourquoi je me charge juste à 73? Bien, parce que tu te branches sur une borne qui, malgré qu'elle soit indiquée comme étant une borne de 100 kW, a une limitation de courant de 200 ampères et ton véhicule, pour être capable de se charger à son maximum, a besoin de au-delà de 300 ampères. Donc, jamais tu n'atteindras ça avec cette borne-là. Là, on est limité par la puissance, en fait. Enfin, pas la puissance, mais l'intensité de la borne. Tout à l'heure, on était limité par la tension de la batterie. Donc, il y a comme les deux, là. Mais malgré ça, on a quand même 73 kW sur l'Ariya, alors qu'on avait 46,6 kW sur la Bolt. Tout à fait. Mais c'est ça que je veux adresser, Laurent, aujourd'hui. Les gens disent, mon véhicule, le manufacturier me dit qu'il peut se charger en haut de 100 kW. Je suis branché sur une borne de 100, puis j'atteins jamais plus que 75, 77 ou à peu près. Ben, c'est parce que c'est une borne qui n'est pas capable de donner cette puissance-là à 500 volts puis à 200 ampères. Là, malheureusement, tu es à un voltage plus bas que ça, puis tu atteins le maximum de courant que peut te donner la borne, donc ça va être limité là. Ça serait quoi la solution? Ça serait d'aller sur une borne, par exemple, une borne de 180 kW, qui est une borne qui peut pousser plus de courant. Bien sûr, le véhicule ne chargera pas 180, mais si la borne est capable de pousser 350 ampères cette fois-là, tu seras presque au maximum. Tu seras presque au maximum. Oui, exactement. Okay. C'est pour ça que ça fonctionne comme ça. Donc, moi, je pense que, puis je ne veux pas qu'on mêle tout le monde avec des chiffres trop, là, je pense qu'on peut peut-être tirer certaines leçons puis regarder certains points à retenir par rapport à tout ça. Oui, enfin, là, on parlait tout à l'heure des différents niveaux de charge par rapport au début et en cours, etc. Peux-tu nous réexpliquer c'est quoi cette courbe de charge? Parce qu'il y a beaucoup... Tu sais, je reviens toujours à la même question, combien de temps ça prend pour charger? Mais ça va dépendre effectivement du niveau de charge que tu as à l'arrivée et du niveau de charge que tu veux avoir en repartant, sachant quelle autonomie tu vas obtenir avec ça. Donc, peux-tu nous parler un petit peu de ça plus en détail? Oui. Ben, en fait, ce qu'on appelle la courbe de recharge, c'est un peu, voyez-le comme étant la programmation qui a été faite en usine là, par les ingénieurs de votre véhicule pour contrôler l'état de la recharge. Dans certaines marques de véhicules, on permet une recharge très rapide, par exemple de 0 à 40 % de recharge. Après ça, on va demander au véhicule de recharger un petit peu moins vite, de 40 à 70, puis de rebaisser encore de 70 à 100 % par exemple. Dans d'autres véhicules, ça va plus être une courbe, ça ne sera pas des paliers, ça va être plus graduel, mais dans tous les cas, la courbe de recharge, ce qu'elle fait, c'est qu'elle fait en sorte qu'on va permettre plus de courant au début, puis moins de courant vers la fin pour éviter, comme on a dit tantôt, de dégrader la batterie. Parce qu'évidemment, on faisait le parallèle avec une chaudière puis une hausse de jardin, puis on disait on ne voulait pas que ça éclabousse. L'électricité, ça éclabousse pas, mais ça fait surchauffer, puis ça brise les cellules de la batterie, donc on ne veut pas que ça arrive. Détériorer prématurément donc, la on batterie. A préprogrammé, et certains manufacturiers ont été très conservateurs. C'est le cas, par exemple, chez Chevrolet, où peut-être qu'on pourrait permettre à la batterie de se charger plus vite, mais par crainte d'avoir trop de dégradation de la batterie, on a préféré limiter un peu la puissance de recharge. Mais il y a aussi toute une question de technologie puis de chimie de batterie. Il y a des types de batteries dont la chimie de la batterie permet plus facilement d'accepter des grandes quantités de courant, donc des grandes puissances au final, sans trop surchauffer, alors que d'autres types de batteries, de par leur technologie peut-être un peu plus vieille ou un peu moins bien thermorégulée, vont accepter moins bien de la grande puissance. Donc, sur ces batteries-là, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas les utiliser, mais si on les utilise, on doit les protéger, les surprotéger, les couver un petit peu. Donc, certains manufacturiers couvrent un petit peu leur batterie pour s'assurer qu'ils n'auront pas trop de problèmes. Donc, ce qu'on peut retenir, c'est qu'au niveau de l'architecture interne du véhicule, une batterie qui a une tension plus élevée va aller chercher en général plus de puissance sur les bornes de recharge et vice-versa, une batterie qui a une tension interne plus basse va un petit peu chercher moins de puissance. Tout à fait. Moi, je pense que c'est quelque chose qui est important de retenir et c'est pas pour rien que les véhicules comme par exemple les Kia, les Hyundai, les Porsche qui sont sur des architectures à 800 volts peuvent se charger à des très grandes puissances. On a tellement de pression, donc tellement de volts
qu'on a besoin de beaucoup moins de courant pour générer de la puissance. Donc, c'est plus facile d'avoir des bornes qui sont capables de charger à cette très haute puissance-là. Oui. C'est pas encore le standard, mais on peut présumer que dans un futur prochain, la tendance des manufacturiers automobiles va être d'y aller, et on le voit d'ailleurs avec les véhicules plus gros qui ont besoin de se charger plus vite, là, les camions, etc. La tendance d'aller vers une architecture à 800 volts est très populaire parce que ça permet des belles puissances. Inversement, on a parlé un petit peu hors antenne des batteries Ultium de chez GM qui, elles, sont plutôt dans les 300 volts. Donc, il faut s'attendre à ce que sur une borne rapide, on ait un peu moins de puissance avec ces véhicules-là. Il faut s'attendre qu'on aura moins de puissance si on est sur une borne qui ne peut pas donner beaucoup de courant. Exactement. C'est-à-dire que si GM te dit que ton véhicule doté de batterie Ultium peut charger à 120 kW, il peut charger à 120 kW, mais pas sur une borne qui est limitée à 200 ampères, sur une borne qui est capable de donner 300, 400 ampères. Donc, ça va... Si on va aller chercher le maximum de notre véhicule avec une batterie Ultium, on doit privilégier des bornes qui ont un courant assez fort. Est-ce qu'à l'avenir, on pourrait avoir une communication entre ceux qui fabriquent les bornes, les réseaux de recharge et les fabricants pour qu'il y ait un petit peu une harmonisation de tout ça pour justement éviter d'avoir à calculer, en fait, c'est-à-dire quelle est la tension de ma batterie par rapport à la puissance disponible? Oui, je pense pas que les gens, je suis conscient qu'à Silence on roule, on s'adresse à des gens qui s'intéressent peut-être un petit peu plus que la normale aux voitures électriques. Je pense pas que monsieur et madame tout le monde se pose trop de questions sur le voltage puis le courant de sa batterie dans la vie de tous les jours. Les geeks comme nous autres, oui. Oui, mais quand tu fais un long trajet puis que tu dois attendre 45 minutes parce que tu t'attendais à avoir 20 minutes seulement d'après ton calcul sur un coin de table. Là, tu es frustré, puis tu essaies de comprendre pourquoi. Puis là, tu découvres que tu as une architecture plus basse que ce que tu pensais, etc. Je vais te donner un autre exemple. J'ai sur ma S un CHAdeMO, un adaptateur CHAdeMO. Il est supposé donner 50 kW, mais ma S a une tension qui est inférieure, en fait, qui est de 300 quelques volts. Donc, d'après les calculs, je ne peux jamais dépasser 35 kW. Ouais. Et j'ai vu des gens qui rechargeaient sur des bornes de 180 kW avec un adaptateur CHAdeMO. Donc, c'est important de comprendre qu'est-ce qu'on fait, puis peut-être pas occuper une borne de 180 kW alors qu'on ne peut pas aller chercher plus que 35 kW. Exactement. Et je te dirais, à contrario, ne pas crier au meurtre puis au vol si on va sur une borne qui est supposée nous donner 100 kW dans certaines conditions puis que notre véhicule ne pourra pas permettre d'atteindre ces conditions-là. On peut reprocher à la borne d'annoncer 100 kW alors qu'elle ne nous le donnera pas parce que notre batterie n'a pas 500 volts, mais en même temps, on a aussi des véhicules qui sont limités dans la quantité de courant qu'ils peuvent accepter puis qui ont des tensions de batterie qui sont relativement basses. Un véhicule Ultium à 288 volts de batterie, c'est certain que si je me compare sur une borne de 100 kW puis je me compare avec quelqu'un qui a une Bolt, ça va être plus facile d'aller chercher de la puissance avec la Bolt que ça va en être d'être sur une Ultium. Par contre, ma Bolt, moi, si je viens me brancher sur une borne de 180 kW, j'irai jamais plus que 55 kW. Avec le déploiement de nouvelles bornes plus puissantes, avec plus d'ampères disponibles, le Ultium va vraiment tirer son épingle du jeu. Exactement. Et la majorité des véhicules qui maintenant peuvent charger en haut de 50 kW, là, c'est la majorité. En fait, la totalité des véhicules qui sortent sur le marché maintenant sont capables de se charger à des puissances là, aux alentours de 100 kW et plus, même avec des architectures à 400 volts. Puis pour conclure, c'est vrai que techniquement parlant, c'est plus facile d'aller monter en tension que de monter en intensité parce que physiquement parlant, quand on met plus d'ampères, on est obligé d'avoir des câbles beaucoup plus gros. Plus lourds. Plus lourds, on a plus de pertes, plus d'échauffement. C'est pour la raison pour laquelle on transporte le courant sur de la haute tension et pas sur de la basse tension et qu'on met des transformateurs en finale. Donc, c'est exactement la même... Tu as tout bien résumé, Laurent. C'est d'ailleurs pour ça que quand on dit que la tendance et à vouloir s'en aller vers des architectures avec des tensions plus grandes, c'est qu'on va être capable de charger à des très grandes puissances, mais en ne nécessitant pas nécessairement des câbles qui sont gros comme même mon pour bras, la voiture, là. Même pour l'architecture de la voiture, d'avoir des tensions plus élevées, ça permet d'avoir des sections de câbles beaucoup plus petites et d'avoir la même puissance. Tout à fait. Alors, j'espère que ça a répondu aux questions. Oui, il y a pas mal de questions qui ont été répondues, Martin. Donc, j'invite les gens à nous écrire si jamais il y a d'autres questions par rapport à... Tout à fait, ou des aspects plus particuliers que vous aimeriez qu'on essaie de démystifier ou d'expliquer. Là, c'est toujours, Silence on roule, c'est une émission de type radiophonique, hein, donc on n'a pas d'image
images, on n'a pas de support visuel pour expliquer des choses. Non, c'est ça. Puis l'ancien enseignant en moi aimerait bien avoir le tableau et être capable de faire des démonstrations au tableau, ce que je ne peux pas faire. Mais quand même, il y a moyen d'expliquer des choses. Et puis, il y a aussi les conférences qu'on offre régulièrement qui peuvent être, dans certains cas, sont demandées des conférences un peu plus techniques. On explique ce genre de détails-là parce qu'il y a des gens qui travaillent dans des milieux où ils ont installé de l'équipement puis veulent bien comprendre la relation qu'il y a entre le véhicule et le chargeur. Donc, on peut faire tout ça. Merci Martin pour tous ces éclaircissements. Merci Laurent, puis on se reparle dans quelques minutes pour ta chronique. C'est vrai que ça brise moins, mais il y a quand même un minimum d'entretien à faire sur nos voitures électriques. Quand est venu le temps de faire l'entretien de mon véhicule, j'ai choisi de faire confiance à l'équipe d'Arleco plutôt que le concessionnaire. Ça fait maintenant 3 générations que cette entreprise familiale chouchoute nos voitures et ils ont été parmi les premiers à s'engager activement dans l'électrification des transports tout en adoptant des procédures et des produits sains pour l'environnement. Avec ses techniciens spécialement formés à l'entretien et réparation des voitures hybrides et électriques, Arleco nous offre aujourd'hui la même qualité de service sur nos VE qu'elle a toujours livré depuis bientôt 40 ans. De plus, chez Arleco, j'obtiens 10 % de rabais sur la main-d'œuvre et les traitements anti-rouille avec ma carte membre hors de l'AVEC. Arleco Génération 3, 8470 boulevard Parkway à Anjou, 514-352-1446 ou arleco.ca. Arleco, servir au-delà de la réparation. La chronique Tesla est une présentation de NextDrive, un réseau d'ateliers pour une nouvelle génération de véhicules. Confiez l'entretien et la réparation de votre VE à des techniciens certifiés et propulsés par NAPA. How do you plan a business where you know, the rocket business, you know some of these things are going to blow up on the launch pad? How does the business plan work? I don't really have a business plan. Chronique Tesla avec Laurent Gigon. Laurent Gigon, bonjour. Rebonjour, Martin. En studio pour ta chronique, c'est fantastique. C'est un plaisir. C'est un plaisir certain, un plaisir partagé en tout cas, surtout qu'on parle de Tesla et du lancement officiel des ventes du Cybertruck au Canada. Alors, si vous êtes comme moi, que vous avez une réservation du Cybertruck, vous avez dû recevoir un courriel cette semaine ou la semaine dernière vous disant que votre véhicule est prêt pour la configuration. Il s'agit en fait du modèle Founder ou série Fondation, qui est la version limitée du Cybertruck qui est actuellement en production. Alors, les détenteurs de cette réservation bénéficient d'un accès exclusif pour être parmi les premiers à prendre livraison de leur véhicule à partir de octobre, donc très bientôt. La série Fondation comprend plusieurs choses, dont des badges gravés au laser, etc. On ne va pas rentrer dans les détails, mais vous le savez, comme chaque fois, quand un nouveau véhicule arrive sur le marché, ils vendent d'abord cette série-là. Ils l'ont fait pour la Model S pour commencer, puis pour tous les modèles, pas tous les modèles qu'on suivi, mais presque. Alors, quant à la production des modèles non Fondation, on ne sait pas malheureusement quand est-ce que ça va commencer au Canada, même aux États-Unis. Lors de l'Assemblée générale des actionnaires en juin, Elon Musk a déclaré que la production des modèles non Fondation, donc standard, commencerait entre juillet et septembre. Alors là, on est en août. Il n'y a pas d'année. As-tu donné une année? Parce que moi, ça me fait peur. C'est ça, et long time. Tesla a ensuite corrigé ce calendrier en informant les clients par courriel qui prévoit de continuer à livrer la série Fondation jusqu'en fin 2024. Donc, probablement qu'on ne verra pas de Cybertruck avant fin 2024. On verra juste des séries Fondation. Donc, les réguliers, en fait, arriveront début 2025. Quand même, le modèle Fondation est assez cher. Donc, je ne pense pas qu'on va en voir des milliers là, sur nos... Ça ne va pas envahir nos routes au Québec. Là. Puis justement, pendant que tu parles du Cybertruck, Laurent,
il y a même des dictateurs qui se promènent avec des Cybertrucks. Alors, vous avez peut-être vu cette vidéo là, du dictateur sanguinaire, le Tchétchène Kadyrov, qui est un ami de Vladimir Poutine. Donc, vous pouvez imaginer un petit peu son schéma de pensée. Il s'est montré au volant d'un Cybertruck avec, sur le toit du Cybertruck, une mitrailleuse fixée dessus. Donc, extrêmement sexy comme garçon. Ouais. Très gentil. On a envie de l'inviter chez soi à manger une poutine. Alors tout de suite, lui, il a annoncé que c'était Elon Musk qui avait offert ce Cybertruck. C'était un petit peu inusité comme annonce. Mais comme il passe son temps à mentir, évidemment, c'était faux. Elon Musk a démenti avoir fourni ce type de véhicule. Il a démenti ça vigoureusement à un journaliste du New York Times en l'insultant par ailleurs. Ouais. Tiens donc. Ouais, il prend les habitudes de ses amis. Et selon Sergei Girnov, un ancien officier du KGB, eh bien, ce véhicule donc de Kadyrov aurait été ensuite désactivé à distance par Tesla. Honnêtement, j'ai cherché la source de ça, je ne l'ai jamais trouvé. Pour qu'il soit désactivé, il faudrait qu'il y ait eu un accès au LTE ou quelque chose comme ça. On ne sait pas, mais a priori, ça aurait été désactivé. Effectivement, Tesla ne cautionne pas ça. Puis, il faut rappeler quand même que ces personnes-là sont sous l'emprise des sanctions. Donc, il n'était pas vraiment question de livrer un Cybertruck à ce genre d'individu peu recommandable, c'est le moins qu'on puisse dire. J'imagine. Laurent, dans un autre ordre d'idée, mais toujours dans le monde Tesla, évidemment, il y a des berlines Tesla qui ont été aperçues avec des configurations un peu inhabituelles. Oui, c'est un peu comme des ovnis. On en a vu depuis on a vu le premier au mois de mai, donc c'est plusieurs modèles 3 depuis qui ont été équipés de plaques d'immatriculation, qui sont équipés de plaques d'immatriculation du fabricant, donc immatriculés, je pense, en Californie, le premier, avec une configuration particulière. Les berlines n'avaient pas de rétroviseurs latéraux. Ils avaient plusieurs caméras existantes qui avaient été retirées et de nouvelles caméras qui ont été placées un peu à la main, on va dire. On voit les vis apparentes à des positions différentes, ce qui a suscité des spéculations sur l'objectif de ces véhicules. Les photos montrent que les rétroviseurs et les caméras du montant B entre les fenêtres avant et arrière ont été retirés. La caméra répétitrice latérale a été déplacée et repositionnée. Bien que la caméra d'arrière d'origine soit toujours en place, une nouvelle caméra arrière a été ajoutée à une position plus élevée sur le coffre. L'élément le plus intriguant est sans doute que la nouvelle caméra placée à l'intérieur de la fenêtre arrière passager, apparemment en remplacement de la caméra du montant B, bien que cette caméra semble pointer davantage vers l'avant. Alors, Tesla est connu pour tester des prototypes dans des conditions réelles, mais c'est la première fois que des véhicules présentent des modifications aussi radicales par rapport aux modèles existants, les modèles de production. Alors, ça a conduit à des spéculations selon lesquelles il pourrait s'agir du placement des caméras pour le futur robot-taxi de Tesla qui était annoncé pour le 8 août. Mais comme tu dis, Martin, on ne sait pas de quelle année. Qui sait? On espère que ça sera plus vite que... en fait, c'est correct. Il faut faire des tests, c'est normal, mais tout ce qui touche Tesla suscite tellement d'intérêt que c'est difficile pour eux de faire des tests dans la vraie vie et de passer complètement incognito, évidemment. Une autre chose qui est très attendue de la part des propriétaires de Tesla, c'est toujours les nouvelles versions du logiciel de Full Self-Driving. Et là, il y a une nouvelle version bêta. Alors, la nouvelle version, c'est la 12.5.1, mais 12.5 essentiellement, qui commence à être déployée au Canada, et qui a des améliorations prometteuses, entre autres permettant de perfectionner les capacités de conduite autonome de la voiture. On voit dans une vidéo postée par The World Mars Catalog qu'il traverse en fait les rues de Venice Beach en Californie. Et si vous connaissez le lieu, vous voyez que c'est quand même assez exigu. Et qu'il n'y a aucune intervention humaine, donc beaucoup d'avancées sur cette version-là par rapport à la version précédente qui était la 12.4 ou 12.3. Alors apparemment, cette version fonctionne sur la version matérielle 3, donc HW3. Rappelons que Tesla continue d'affirmer que le matériel de version 3 sera suffisant pour la conduite autonome et n'offre donc pas pour l'instant de mise à niveau matériel, en tout cas gratuite, vers la version 4, comme il l'avait fait pour le passage de la version 2 à la version 3, ce qui suscite un petit peu d'anxiété chez certains propriétaires de Tesla qui ont la version 3 et qui ont l'impression que petit à petit, la version 3 va être abandonnée. Et là, on l'a remarqué pour cette mise à jour-là, ça a pris plus de temps d'avoir sur la version matérielle 3 que sur la version matérielle 4, alors que c'était l'inverse qui était dit par Elon Musk il y a quelques mois. Il disait que ça allait sortir avant tout sur les versions 3, donc il y a quand même un changement de ton qui est un petit peu anxiogène pour ceux qui ont les niveaux 3. Et pour remonter en arrière,
Depuis 2016, Tesla prétend que la version 2 de matériel était celle qui permettait d'avoir le full safe driving, ce qui n'a pas été le cas. Donc aujourd'hui, il est un petit peu légitime de se poser la question de savoir si Tesla nous mène par le bout du nez par rapport aux versions matérielles et jusqu'où ils vont être capables de faire un suivi matériel, une mise à jour matérielle gratuite pour ceux qui ont des versions 3 actuelles. Il y a des gens qui ça fait longtemps qui ont acheté 2016 de Full Self-Driving et qui attendent toujours... Alors, ils ne l'ont pas payé au prix qu'il vaut actuellement. On parlait de, je pense que $2,000 à l'époque, donc ce n'est pas la fin du monde, mais on leur a vendu l'idée qu'ils allaient avoir un Full Self-Driving et je pense qu'il y en a qui vont mourir avant de l'avoir. C'est possible. Quelque chose que je ne m'attendais pas de voir, bien honnêtement, Laurent, les ventes de BMW pour les véhicules électriques ont dépassé celles de Tesla. Alors, je sais que c'est un titre que Bloomberg a sorti hier ou aujourd'hui. Alors, je veux pas... bon, c'est sûr que il faut bien mettre ça en contexte. Alors, oui, pour le mois de juillet, pour la première fois, BMW a vendu plus de véhicules électriques que Tesla. On parle de tout électrique, Laurent, parce qu'il y a beaucoup d'hybrides rechargeables. Ça inclut les hybrides rechargeables. Donc, si on prend les purs véhicules électriques, ça reste Tesla qui vend plus, même au mois de juillet. Cela dit, il y a deux choses qu'il faut quand même regarder. Depuis le début de l'année, Tesla a vendu beaucoup plus de véhicules électriques que tous les autres fabricants en Europe. Mais il est en chute de 12%, alors que BMW a une augmentation de 49%. Donc, quand même des questions à se poser. Oui, mais c'est plus 49% dans le marché actuel. C'est quand même impressionnant. C'est impressionnant. Puis Volvo aussi a des... Si tu regardes l'ensemble des... À part Volkswagen, tout le monde est en hausse. Volvo, on parle de plus 104%. Même Peugeot fait plus 7%. Audi, plus 3%. Donc, il y a quand même une augmentation des ventes importantes. Et Tesla est en baisse en Europe. Et puis, il ne faut pas oublier qu'il y a BYD qui débarque tranquillement. Donc, quand même, on riait quand on parlait de compétition qui s'en venait par rapport à Tesla. Mais à l'heure actuelle, je pense que Tesla est à la croisée des chemins. C'est-à-dire que ce qui fait la différence de Tesla à l'heure actuelle, c'est le logiciel. Et le logiciel amène le full safe driving. Et tant que Tesla n'aura pas... je dirais que tant que les autorités n'auront pas... tant que Tesla n'aura pas dégagé la responsabilité du conducteur, le full self-driving n'existera pas en tant que tel au niveau marketing. Et là, c'est toujours... Puis je trouve intéressant la discussion qu'on a là-dessus, Laurent, parce que c'est toujours sur ce point de vue-là que les gens ont des opinions, je dirais, divergentes. Les gens très, très, très technologiques qui suivent l'actualité sont même déjà à voir toutes les possibilités qui vont émerger quand le full self-driving va exister, les robots taxis, etc. Mais il y a plein de gens qui n'y croient tout simplement pas, disant, ne serait-ce que pour des questions de régulation, de réglementation, de sécurité, dû au fait que si tous les véhicules demain matin étaient dotés de cette technologie-là, ça pourrait fonctionner, mais puisqu'il y aura quand même des êtres humains qui vont toujours avoir des comportements erratiques qui ne pourront pas être analysé correctement tout le temps par des machines, ça risque d'être plus dangereux qu'avant. Donc, les gens se posent la question. En effet, c'est tellement nouveau et à la fois tellement révolutionnaire que c'est très difficile de prévoir comment les choses vont arriver. Tu sais, quand les iPhones sont arrivés, ça a quand même pas mal révolutionné notre façon de communiquer. Puis, personne ne prévoyait ça, tu sais, et on le vit au fur et à mesure. Et un petit peu rétrospectivement, on se rend compte de « Oh my God, je suis capable de faire ça, puis ça dans la paume de ma main. » Et j'ai l'impression que le robot taxi, c'est un petit peu ça. Donc, je n'ai pas l'impression que ça va être déployé d'un seul coup mondialement. Là. Ça va être probablement limité à certaines juridictions, peut-être probablement la Californie, parce que c'est là qu'on voit toutes les vidéos les plus surprenantes sont en Californie. Et je pense que Tesla travaille beaucoup sur tous les cas de figure, les cas particuliers en Californie. Et puis, à la suite de ça, ils vont continuer à déployer dans d'autres juridictions au fur et à mesure que, effectivement, comme je le disais, l'important, c'est que la responsabilité du conducteur soit dégagée. Tant qu'elle ne sera pas dégagée, on ne parlera pas de niveau 4 ou de niveau 5. On va suivre ça attentivement. On te remercie beaucoup pour ta chronique, mon cher Laurent. Merci, à très bientôt. Les parcs de véhicules devront s'électrifier. Et qui pense à l'électrification d'un parc de véhicules pense à Fizz Électrique Énergie Intelligente. Voilà une entreprise qui prêche par l'exemple. Elle est elle-même une entreprise zéro émission avec sa flotte 100% électrique. On ne parle pas juste d'installateurs d'équipements ici. On parle d'une entreprise qui a été parmi les premières à s'électrifier. Elle a donc le véhicule expérience pour vous accompagner et ce de façon réaliste et adaptée.
Avec presque 2000 installations de bornes électriques depuis 2012, Fizz possède à son actif plusieurs projets majeurs en déploiement de parcs d'autobus scolaires, de véhicules lourds, de véhicules légers, ainsi que plusieurs sites de concessionnaires. Vous serez accompagné de A à Z dans vos projets, de l'étude de besoins à la conception, l'installation et la vérification des stations. Les meilleurs produits répondant à vos besoins vous seront proposés. Détentrice d'une licence de maître électricien délivrée par le CEMEC, d'une licence RBQ d'entrepreneur général et d'une certification MERN accompagnateur en gestion de l'énergie et électrification d'un parc de véhicules, ne perdez plus de temps, c'est Fizz et son équipe qui s'occupent de vos travaux. Contactez le FIC2.ca ou par courriel info@fizz.ca. Voici les événements à venir dans les prochaines semaines dans le monde de l'électromobilité. L'AVEC se recharge au Festival des Montgolfières de Gatineau. C'est le 31 août et le 1er septembre au Parc de la Baie, donc l'air d'envoler sur la rue des Montgolfières à Gatineau. Initiation 101 au long trajet en véhicule électrique, c'est le 7 septembre de 9h à 13h30. C'est au centre Gibault-Orange-Julep au 7700 boulevard Descaries à Montréal. Toutes les informations dans la section calendrier du site web de l'AVEC. Et n'oubliez pas les grands événements suivants, le Salon du véhicule électrique et hybride de l'Estrie, 4, 5, 6 octobre au Centre des foires de Sherbrooke. Le 18, 19, 20 octobre, ce sera le Salon du véhicule et loisirs électriques de Lanaudière au Centre Expo Terrebonne. Le 25, 26, 27 octobre, c'est le Salon du véhicule électrique de Québec au Centre des foires de Québec. Et les 8, 9, 10 novembre, c'est le Salon du véhicule électrique Desjardins au Centre BMO de Saint-Hyacinthe. Ceci conclut l'épisode d'aujourd'hui. Remerciements sincères à nos invités et collaborateurs, Laurent Gigon ainsi que Claude Gauthier. À la recherche, Martin Archambault, Stéphane Levert. Merci à nos chroniqueurs Claude Gauthier, Laurent Gigon, Philippe Corbeil, Stéphane Levert, Sébastien Côté, Cédric Ingrand et Daniel Rochefort. Communication, Marie-Hélène Hamelin. Thème musical, François Villot, Luc Poirier, Marie-France Falardeau. Réalisation et production, les studios Basse. Un gros merci tout spécial à Arleco, notre commanditaire principal, ainsi qu'aux autres annonceurs qui rendent l'émission possible. La reproduction est permise, mais nous apprécierions en être avisés. Les questions sur le balado doivent être adressées à martin@silenceroule.com et pour l'information générale sur les véhicules électriques, visitez plutôt le www.aveq.ca. Vous avez également accès aux archives de tous nos épisodes ainsi que notre boîte vocale numérique directement sur notre site web au silenceonroule.com. Mon nom est Martin Archambault et d'ici le prochain balado, j'espère que vous attraperez la piqûre et direz vous aussi, silence, on roule.